C'était le trésor enfoui de Sakharah avec Lynx, opticien engagé. À chacun sa région, à chaque région son programme. Sur mesure, rien que pour vous, au plus près de chez vous. C'est la vie d'ici qui commence après la météo et Soir 3. Nouvelle Citroën Xara Picasso HDI, 110 chevaux. Pendant les économies de Citroën, faites sur Xara Picasso HDI 110, 3500 € d'économie. C'est un peu comme un airbag. Un airbag ? Imagine, je suis à l'aéroport, je regarde mes mails, je fais tomber mon ThinkPad. Il sent qu'il tombe et le disque dur anticipe le choc. Comme un airbag. Alors si je le fais tomber, il va juste encaisser le choc. Ah ouais. C'est pas mon portable. L'addition. Le sans-fil anti-maladresse uniquement sur ThinkPad avec technologie mobile Intel Centrino. Avec ING Direct, votre argent va finir l'année en beauté. Le livret est premier Orange d'ING Direct, c'est 7% garantie jusqu'à la fin de l'année. Appelez le 0810 115 116. ING Direct, créateur d'intérêt. Embarquement immédiat pour le Mondial du rêve. Mondial de l'automobile, 25 septembre 10 octobre, Paris. Découvrez les biscuits Bonne Maman, le doux parfum d'antan. Et si vous goûtiez aussi 4 quarts Bonne Maman? Tu l'as prise celle-là? Ouais. Oh, t'es belle. Oh, mais ça va pas du tout. Oh, regarde. 15 ans de moins, on a ce geste. Un corps ferme, sans aucun effort. Sérieusement. Regardez plutôt l'effet lifting. Tout le plaisir de Nestlé Noir. Intense en cacao, riche en magnésium. Nestlé Noir, ce qui vous fait du bien vous rend belle. Oh là là. Nestlé Noir Intense. Nestlé, le chocolat vous aime. Bah là, les moules frites, elles vont se prendre 2 fromages corse au fond de la mine, hein, direct. T'as jamais vu qu'on avait une moule dans le maquis alors? Une moule va passer un sanglier sauvage. Elle va se cacher sagement derrière ses petites frites. Mais ça c'est de la théorie ça. Moi je dis Lille. Bon, Bastien. Attention, Lille. maintenant vos pronostics valent des millions. Lille. Nouveau Loto Foot, samedi 2 octobre, super pactole de 3 millions d'euros. Ok. Excellent. Encore une. Mais c'est quoi ça? Cluster saveur chocolat? Des croûtons pétales au blé complet? Mais c'est pas tout? Des pétales enrobés de chocolat au lait? Et des pites au goût chocolat? Cluster saveur chocolat? Résistez si vous pouvez. C'est quoi ces photos? Eh franchement, pourquoi s'engager? Chez Neuf Télécom, le haut débit limité 1 méga, c'est 14,90€ par mois, sans engagement de durée. Neuf Télécom, 14,90€. Et pour 9€ de plus, tous vos appels locaux et nationaux sont illimités. Appelez vite 10,99. Solution retraite GAN. Penser à demain ne doit pas vous empêcher de vivre aujourd'hui. GAN, c'est avec l'esprit libre qu'on avance.
ravi de vous accueillir pour ce second tirage du cadeau de ce mercredi 29 septembre. Le jackpot a été remporté au premier tirage à 140 000 €. Alors félicitations à notre gagnant de Lourdes. Le montant du jackpot repart donc à 10 000 € et le numéro gagnant est le 8 13 71 02. Découvrons ensemble les 20 numéros gagnants de ce second tirage réalisé sous contrôle d'huissier de justice. Vous pourrez retrouver tous les résultats de ce tirage sur votre Minitel 3615 code Keno. Les 20 numéros gagnants sont le 31, 51, 49, 10, 25, 29, le 45, le numéro 28, 58, 67, 17, 39, le numéro 20, 36, 57, 64, 63, le numéro 68 et les deux derniers numéros, le 21 suivi du 19. Alors, excellente soirée à tous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. NYPD Blue. Cadavre de femme, ouvert dans la 15e. C'est peut-être un marin, c'est faire les nœuds. Une pute. Alors quand on est en botte et en mini-jupe, on est automatiquement une pute. Le même Mac ou le même client va savoir. Puisque c'est une pute, on va causer à l'autre crétin. Lucie ne nous a jamais dit qu'elle racolait. Non, jamais. À New York, les suspects connaissent leurs droits. Je me rappelle pas. Mais Clark et Sipovich connaissent leurs limites. Autant dire que tous les hommes en manches courtes et cravates sont des trous du cul. C'est un point de vue. Injure à agent, c'est le signe infaillible qu'on tient le bon bout. NYPD Blue, vendredi à 23h30 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, monsieur, bonsoir. On espère que demain, on va se tromper un tout petit peu encore. En effet, on a eu quelques éclaircies sur le nord-ouest, ce n'était pas vraiment prévu. Demain, il y aura encore beaucoup de nébulosité demain matin sur le nord-est du pays, avec l'arrivée sur le nord-ouest d'une perturbation. Et entre les deux, beaucoup de nuages bas et de grisailles et de brouillard, essentiellement sur les vallées, mais y compris peut-être sur le Languedoc et le Roussillon. Le soleil va bien briller sur le sud-est et sur la Corse et sur les Pyrénées. Dans l'après-midi, donc, l'anticyclone va se regonfler, il va assécher la masse d'air. Résultat, le soleil devrait gagner du terrain par le nord, toujours quand même sur le nord-est, cette couverture nuageuse, et plus on va descendre, plus le soleil va apparaître. Notre perturbation va avancer du Nord-Pas-de-Calais jusqu'aux Charentes et à l'arrière, retour des éclaircies, sauf sur le Cotentin. Les températures, quant à elles, demain, elles sont plutôt stables par rapport à aujourd'hui, entre 7 degrés, je cherchais, à Aurillac, et 14 degrés demain matin. L'après-midi, montée des températures grâce à la présence du soleil, notamment dans la partie sud du pays, mais sur le nord, c'est pas si mal, de 18 à 22, et sur le sud, nous irons quand même jusqu'à 26 à Montélimar. Pour la suite, vendredi, samedi, dimanche, regardez. Vendredi, toujours de la grisaille sur le nord-est. Ailleurs, c'est plutôt pas mal. Dans le sud, toujours du soleil, hausse des températures. Samedi, on a le passage d'une perturbation, mais très peu active. À l'arrière, retour des éclaircies. Du soleil à l'avant. Petite baisse des températures vraiment très légère. Et puis à partir de dimanche, nouvelle perturbation qui va frôler les côtes de la Manche. Petite grisaille encore sur le nord-est. Attention, le matin, pour tous ces jours, eh bien, nous aurons du brouillard. Dimanche, un petit vent à 40 km/h. Indice de confiance 3 sur 5. N'oubliez pas d'embrasser les Jérôme dans un instant. Audrey Pulvar et Louis Laforge pour Soir 3. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Admettons que vous avez un chat, pas de problème. Maintenant, si vous avez aussi un chien, je suis Ergo Rhabdo d'Electrolux. Et avec moi, pas de problème.
Embarquement immédiat pour le mondial du rêve. Mondial de l'automobile. 25 septembre, 10 octobre, Paris. Une autre solution existe. Change tes habitudes, prends Audispray. Audispray dissout le cérumen et nettoie vos oreilles en douceur. Audispray, la santé de vos oreilles. Et pour moi, Audispray Junior. Vous souhaitez faire construire votre maison? Allez chez Domexpo. Domexpo, village en Ile-de-France. Domexpo, 100% maison. On ne tâte pas le nouveau camembert moelleux de Bridel. Parce qu'il est toujours moelleux. Et en plus, c'est si doux. Le camembert moelleux de Bridel, il est toujours moelleux. Elle s'est fait un nom dans la rue. Orpi, 35 000 annonces sur un fichier commun. Toutes les offres de votre région sur orpi.com. Orpi, et tout vous réussir. France 3, avec Maison Familiale, vous donne rendez-vous. Alors, la fortune, c'est pour quand? J'en ai 5 comme ça qui m'attendent, pleines de pépites. 22 000 $ le kilo. Dans une chute d'eau. Tu veux pas que je te joue un air de flûte pour accompagner ton baratin? Dans la vie, c'est toujours les amis qui ne font pas confiance. Toujours aussi doué pour amuser les dames. Même quand je serai mort, tu me croiras pas. Hein. Il a pas trop vieilli? Voici tout est vrai, je te le jure. Même si l'histoire d'Aldo n'est qu'un rêve, c'est trop beau pour que je fasse pas la route avec lui. Dans la vie, c'est toujours les ennemis qui vous prennent au mot. Si vous avez un petit entracte. Claudia Cardinal, Bernard Giraudot, Lino Ventura, les grands espaces, c'est bon. Mangez-en avec le Ruffian, demain à 20h55 sur France 3. Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans le soir. La joie en Italie et le prudent espoir en France après la libération des 2 humanitaires italiennes. Ces dernières heures, le climat en Irak concernant la crise des otages semble évoluer. Un mystérieux émissaire français affirme avoir conclu un accord avec les ravisseurs de Christian Chesneau et Georges Malbruno, une information que ne confirme pas le Quai d'Orsay. L'ouverture d'une information judiciaire sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires français au Sahara et en Polynésie, un sujet de controverse depuis une trentaine d'années. Des vétérans atteints de cancer avaient déposé une plainte il y a plusieurs mois. Et puis le pilote français Richard V s'est tué dans un accident lors du rallye des pharaons d'Égypte. Le triple vainqueur du Paris-Dakar Moto était âgé de 34 ans. Le monde de l'enduro perd l'un de ses meilleurs pilotes. Le dossier de ce soir 3 sera consacré au débat qui agite la classe politique française à propos de l'adoption du traité de constitution européenne, mais aussi de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Après les journées parlementaires de l'UMP et du PS, nous reviendrons avec Philippe Devilliers, président du MPF, sur ces 2 questions pour le moins sensibles. Depuis quelques heures, le contexte semble donc évoluer dans l'affaire des otages français. Il faut bien sûr rester extrêmement prudent, mais selon certaines sources, la libération de Christian Chesneau, Georges Malbruno et de leur chauffeur syrien apparaît de nouveau envisageable, même si le Quai d'Orsay prend ses distances. Un mystérieux intermédiaire français affirme depuis hier avoir négocié la libération des 2 journalistes, mais cette mission, initiée par un parlementaire UMP sans mandat officiel, suscite plus d'interrogations qu'elle n'apporte de réponse. Hugues Huette. Un mystérieux négociateur français, Philippe Brett, joint par téléphone de Bagdad, il affirme à la chaîne Al Arabiya qu'il a vu les otages, qu'ils ne sont plus avec les ravisseurs, qu'ils sont libres. Ils vont bientôt enregistrer une cassette sonore pour annoncer leur libération, mais il n'y aura aucune rançon de verser. L'un de ses proches, lui aussi à Bagdad, nous confirme ses propos. Confirme que Philippe Brett a vu les otages, a été en leur présence et qu'ils sont libres. Mais ça, ils sont libres depuis plusieurs jours. Mais ils ne sont pas encore sortis de la zone. Voilà, la libération, c'est la sortie de la zone. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être dégagés dans les heures qui viennent? Dans les heures, je ne pense pas, parce que cela m'étonnerait. Dans les jours, certainement. À Paris, pourtant,
Le ministre Michel Barnier dit tout ignorer de cette médiation. Il appelle à la plus extrême prudence. Donc il faut faire attention à tout ce qui se raconte, être très prudent, faire preuve de précaution, de patience. Nous continuons à travailler sérieusement, sincèrement pour obtenir aussi vite que ce sera possible la libération de Christian Chesneau, de Georges Malbruno et de leur chauffeur syrien. L'action de Philippe Brett, vous ne la connaissez pas? Je ne connais pas cette action ni cette personne. Cet homme que le ministre affirme ne pas connaître, le voici. Le visage de Philippe Brett est masqué pour des raisons de sécurité. Garde du corps de Bruno Gollnisch, numéro 2 du Front National, il est ensuite l'un des fondateurs d'un organisme, l'OFDIC, connu pour ses sympathies à l'égard du régime de Saddam Hussein. Philippe Brett est aujourd'hui le collaborateur de Didier Julia, l'un des 3 députés venus à Bagdad avant la guerre, une initiative mal perçue à l'époque. Interrogé, Didier Julia affirme être à l'origine de cette démarche. Philippe Brett, qui est mon collaborateur, m'a demandé d'aller sur le terrain. Je sais qu'il est prudent, je sais que c'est un professionnel. Je l'ai autorisé à aller sur le terrain il y a de ça 48 heures. À en croire le député, la démarche de l'énigmatique médiateur ne serait donc qu'une mission de bon office, n'ayant qu'un caractère officiel. Et à Londres, c'est également un optimisme prudent qui prévaut après la diffusion d'une vidéo de Kenneth Bigley dans laquelle l'otage britannique affirme que ses ravisseurs ne veulent pas le tuer. L'ingénieur demande à nouveau à Tony Blair d'accepter les exigences de ses ravisseurs qui réclament, je vous le rappelle, la libération de toutes les femmes détenues en Irak. Ce soir, le Premier ministre britannique a déclaré que Londres répondra aux terroristes s'ils entrent en contact avec le gouvernement. L'Italie, en revanche, célèbre encore le retour au pays de Simona Toretta et Simona Pari. Les 2 ex-otages ont retrouvé leurs proches, rentrés à Rome dès hier soir. Elles ont été accueillies par une explosion de joie. Une joie qui se poursuit ce soir dans la capitale italienne après 3 semaines d'angoisse. Mais l'enlèvement et la libération des 2 Simona restent entourés de mystères. On ne sait toujours pas qui les détenait, ni si une rançon a bien été versée. Amélie Deslois. Une banderole géante aux couleurs de la paix. Simona Toretta vient de détacher les immenses photos des otages qui trônaient sur le balcon de l'hôtel de ville. Quelques instants auparavant, entourée de sa famille et du maire de Rome, la jeune femme a remercié les milliers de personnes venues pour l'applaudir. Nous espérons que cette libération va devenir symbole de paix, qu'elle va pouvoir renforcer le dialogue entre les peuples et permettre une meilleure compréhension entre les gens. Nous espérons aussi que d'autres souffrances pourront être évitées dans le futur. Loin de là, à Rimini, l'autre Simona, elle aussi, a rejoint sa famille après 3 semaines de captivité. Nous sommes très contentes. Bien sûr, mon amie Simona me manque, parce que maintenant elle n'est plus avec moi. L'Irak me manque aussi. J'embrasse tous mes amis et mes amis irakiens. Ils me manquent beaucoup. Les 2 jeunes femmes ont atterri sur le sol italien hier soir. Elles avaient été enlevées le 7 septembre dernier. Mais c'est seulement hier matin qu'on a eu de leurs nouvelles. Un journal koweïtien annonçait alors qu'elles allaient être libérées contre une rançon d'1 million de dollars. Aujourd'hui, le gouvernement Berlusconi dément avoir payé la moindre rançon, mais certains politiciens italiens de haut niveau donnent un autre son de cloche. Oui, on a payé. Et c'est bien, parce que la vie de ces 2 jeunes femmes est plus importante que l'argent. Les otages libérés, une nouvelle polémique occupe désormais les Italiens, celle de la présence de leurs troupes en Irak. J'espère que cette libération va permettre d'entendre des discours nouveaux de paix de la part du gouvernement. Ce soir, l'opposition, mais aussi la majorité de l'opinion publique, réclament le rappel du contingent italien. 3000 hommes censés rester en Irak au moins jusqu'en décembre prochain. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir concernant le dossier des otages. Au Yémen, 2 militants islamistes ont été condamnés à mort, 4 autres ont été condamnés à des peines de 5 à 10 ans de prison. Le tribunal de Sanaa les a reconnus coupables de l'attentat contre l'USS Cole, ce destroyer américain cible d'une attaque kamikaze en octobre 2000 dans le port d'Aden. 17 militaires avaient été tués. L'attentat avait été revendiqué à l'époque par Oussama Ben Laden.
Actualité en France avec l'ouverture d'une information judiciaire dans le dossier controversé des essais nucléaires effectués au Sahara et en Polynésie française pendant une trentaine d'années. Il y a quelques mois, des vétérans avaient déposé une plainte imputant aux retombées radioactives leurs graves ennuis de santé, notamment des cancers. Sophie Guillaumin, Marc Félix. 13 février 1960, dans le Sahara algérien, la France réalise son premier essai nucléaire. Parmi les militaires présents, un jeune appelé du contingent, Gérard Delac. Il a alors une vingtaine d'années. Parce que nous, on était préparés pour aller relever la radioactivité dans le Sahara le même jour que la bombe. Et vous aviez des équipements spéciaux pour y aller à ce moment-là? Une combinaison blanche en toile fine. On ne savait pas si c'était efficace ou pas. Hein. Après l'Algérie, la Polynésie. De 1966 à 1996, les essais se poursuivent. Les équipements de protection sont pendant longtemps toujours aussi légers, comme en témoignent les documents de l'époque. Ici, là. Un masque anti-poussière. Anti-poussière radioactive. Oui. Et ces gants là que j'extrais de votre poche, ils servent à quoi ceci? Alors là, c'est dans des cas où on a affaire à des effluents liquides, à des produits radioactifs liquides. Aujourd'hui, Gérard Delac, le vétéran des essais du Sahara, est atteint d'un cancer de la peau. Comme lui, de nombreux anciens militaires ou civils ayant participé aux essais sont malades. C'est pourquoi, il y a un an, 11 d'entre eux et 2 associations ont décidé de porter plainte contre X, des plaintes qui viennent tout juste de donner lieu à l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide involontaire notamment. À terme, nous demanderons à l'État de tirer les conséquences de la situation judiciaire créée, de reconnaître sa responsabilité, ce qui sur le plan symbolique et moral est important, et à partir de là d'indemniser décemment les victimes sans leur imposer un parcours du combattant judiciaire, en créant un fonds d'indemnisation sur le modèle du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. 2 juges ont été chargés d'instruire l'affaire, une instruction à l'issue incertaine et qui pourrait être très longue. Entre 1960 et 1996, 150 000 personnes ont participé aux essais nucléaires français. Le procès du drame d'Évreux devant la cour d'assises des mineurs de l'Eure a été suspendu cet après-midi. Un nouveau témoignage pourrait entraîner un complément d'information. La cour rendra sa décision demain après-midi. Le témoignage en question désigne l'un des 2 co-accusés comme étant en fait celui qui a lancé la brique qui a tué un père de famille en mars 2002. Ce rebondissement pourrait entraîner un renvoi du procès. Jacques Barrot passait son grand oral aujourd'hui à Bruxelles. Comme tout futur commissaire européen, l'ancien ministre ex-président du groupe UMP à l'Assemblée s'est engagé devant la commission des transports du Parlement européen à mener une politique qui tentera de concilier la compétitivité, l'ouverture à la concurrence des entreprises de transport, la lutte contre la pollution, la sécurité routière et la décongestion du trafic européen. Ne pas parler des choses qui fâchent. La consigne était claire et la plupart des socialistes réunis à Lorient pour les journées parlementaires du PS l'ont respectée. Ils ont soigneusement évité d'évoquer l'adoption ou pas du traité de constitution européenne. Mais comme dans tous les conseils de famille, il fallait un trublion et c'est Jean-Marc Ayrault qui s'est chargé de mettre les pieds dans le plat. Le président du groupe socialiste favorable au traité tend la main aux Fabiusiens. Michel Lemerle, Guy Sabin. Sur la base des sous-marins de l'Orient, bilan de cette première journée parlementaire. Une difficile navigation entre le débat européen, par question de s'y enliser, avait-on décidé, et la charge contre le gouvernement que l'on souhaitait les sabres au clair. Sur ce point, unité sans faille des socialistes, avec Jean-Pierre Raffarin en ligne de mire. Le Premier ministre a cru devoir dire qu'il avait retrouvé la confiance des Français parce qu'il avait été élu sénateur de la Vienne. Avec à peine moins de 300 électeurs, mes chers amis, mes chers camarades, c'est vraiment pathétique. Mais ce pouvoir va mal. Impossible pourtant d'échapper aux réflexions sur l'Europe, le dossier de tous les dangers pour des socialistes divisés. Quand on parle d'économie, comme cet après-midi, on parle forcément de délocalisation, d'harmonisation fiscale. Moi, je ne crois pas à la séparation du débat national avec celui qui concerne l'Europe. Les deux sont liés. À défaut de pouvoir esquiver le débat européen, les dirigeants socialistes avaient décidé de le canaliser ou d'ordre dédramatiser une sorte de pacte de non-agression. Quand il n'y a pas de débat, on considère que ce parti est monolithique. Quand il y a du débat, on dit c'est la division. C'est même parce qu'il y a un débat qu'il y a la division. On est sûr que le débat soit sur les idées, sur le fond, sur les arguments et pas sur les personnes. Si le PS n'a en rien à Lorient réglé ses désaccords sur l'Europe, il aura au moins tout fait pour éviter de se déchirer en public.
L'invité du Soir 3, le président du Mouvement pour la France, Philippe de Villiers. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Cet après-midi, François Hollande à Lorient, après Nicolas Sarkozy et Michel Barnier, s'est déclaré favorable à un référendum sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Vous y êtes opposé. Pourquoi vous ne souhaitez pas voir les Français consulter sur cette question qui intéresse tout le monde? Non, au contraire. Non. Moi, je pense qu'il y a un référendum qui se présente, c'est quand même un gag. Il y a un référendum qui se présente sur la Constitution européenne. On va voter sur l'architecture de l'Europe, sur le projet de l'Europe et sur le périmètre de l'Europe. Et tout à coup, on nous dit « Ah non, mais attendez, on va faire un autre référendum. » Et celui-là, on nous l'annonce pour dans 15 ans. Qui sera président de la République dans 15 ans? Qui va décider de ce référendum? Donc, si vous voulez, le référendum sur la Turquie, c'est tout de suite, puisque le 6 octobre, la semaine prochaine, la Commission de Bruxelles va faire connaître sa recommandation pour ouvrir la négociation. Et le 18 décembre, les chefs d'État vont décider d'ouvrir la négociation. Après, c'est trop tard. Donc c'est maintenant. Alors, il y a un autre référendum en cours, si j'ose dire, c'est le référendum sur le traité constitutionnel. Tout le monde se déchire dans tous les partis. Vous, au MPPF, c'est clair et net, il y a une seule voix, c'est la vôtre. Pourquoi vous êtes farouchement opposé à l'entrée de la Turquie et au traité constitutionnel? Pour 3 raisons. La première, c'est que cette constitution, qui dit constitution dit État, donc super-État européen, cette constitution rend très dangereuse l'entrée de la Turquie, hélas probable. Pourquoi? Parce que cette constitution, elle indexe le pouvoir sur le poids démographique. Et donc, 70 millions de musulmans. Voilà, ça veut dire 70 millions de Turcs. La question n'est pas la question de la religion, c'est la question du poids de la Turquie. Donc plus de voix au Conseil que la France et plus de députés européens que l'Allemagne. La deuxième raison, c'est que cette constitution accélérera les délocalisations parce qu'elle est fondamentalement libre-échangiste. Elle installe une Europe comme un courant d'air entre 2 océans. Et la troisième raison, c'est qu'elle met fin à toute politique française, puisque la loi européenne sera désormais supérieure, elle s'appellera loi, il n'y aura plus de directive. Toute loi nationale, y compris constitutionnelle, c'est la fin de la politique étrangère française, il y aura une politique étrangère unique. S'il y avait une politique étrangère unique, nos soldats seraient en ce moment en Irak, et c'est la fin de toute idée de protection de nos frontières, puisqu'il y aura une seule frontière de 60 000 km. Ça me paraît dangereux. C'est pas la bonne Europe à construire. La bonne Europe à construire, il faut la construire de manière moderne, sur les principes de proximité, de souplesse. L'Europe doit choisir comme ressort de son rayonnement le dynamisme des nations. C'est votre avis sur la question. Au fil des semaines, les partisans du non, aussi bien à l'entrée de la Turquie dans l'Union que du non au traité de la Constitution, sont de plus en plus nombreux. En tout cas, ils font entendre de plus en plus fort leur voix. Comment votre mouvement, le MPF, pourra-t-il se faire entendre lui-même dans ce concert d'opposition? Ah mais c'est pas la question. La question, c'est de savoir quel est le destin commun des Français, quel est le destin de la France. Est-ce qu'on va construire l'Europe des souverainetés nationales en respectant les peuples et les démocraties, ou est-ce qu'on va construire l'Europe des déchéances nationales, l'Europe de la souveraineté limitée? Donc moi je suis une voix parmi d'autres. Vous savez, on n'est pas sur un clivage droite-gauche. Il y a des gens à droite qui votent non, d'autres qui votent oui, à gauche, etc. On est vraiment sur une question essentielle, la question de savoir si cette constitution est oui ou non mortelle pour l'Europe. Moi je pense qu'elle répond à côté des grandes questions qui se posent à l'Europe. La Turquie, par exemple, une question. Est-ce qu'on fait l'Europe ou est-ce qu'on fait l'Eurasie? Voilà. Et pour la France, cette constitution, je pense qu'elle est mortelle. Et moi, je ne veux pas que la France disparaisse. Merci beaucoup, Philippe Villiers. Votre message a été entendu. Les salariés de l'usine Perrier de Vergès dans le Gard reprennent le travail dans un climat plus serein après la levée de l'opposition de la CGT au plan de modernisation du site. Nestlé Waters, propriétaire de l'usine, confirme le départ en pré-retraite du quart des effectifs et demande à ceux qui restent une nette augmentation de productivité. Dépôt de bilan pour Fleudor, à Bronn, dans la Somme. Le PDG de l'usine a annoncé sa cessation de paiement. 185 emplois sont en suspens. Les organisations syndicales espèrent un placement de la société, un redressement judiciaire.
Un contexte social lourd de conséquences pour la santé des salariés des secteurs frappés par les suppressions d'emplois et les délocalisations en chaîne. C'est ce que nous montrent Nathalie Pérez et Laurent Fabiou qui se sont rendus dans une usine de textile dans le nord de la France, une usine déjà touchée par 3 plans sociaux. Et là, le stress lié à la menace du chômage provoque une forte augmentation des maladies professionnelles. Le décret du 1er août dernier qui impose aux médecins du travail de passer plus de temps dans les entreprises auprès des salariés, il prend tout son sens. Aujourd'hui, c'est presque une usine fantôme. Le docteur Buisset doit chercher les ouvriers le long de ces couloirs vides où les machines se sont arrêtées. Ici, on a subi 3 plans sociaux. Il ne reste que 200 salariés qui vient juste d'apprendre que dans quelques mois, cette fois, l'usine fermera définitivement. Et là, plus qu'ailleurs, la présence du médecin du travail est importante sur le terrain, à l'écoute des souffrances. Bonjour, ça va? Ça va? On a appris, là, comme quoi c'est fermé, c'est difficile, on a que ça en tête, on attend l'heure. Donc voilà, puis c'est stressant, on a beaucoup, on est poussé, faut se dépêcher, faut livrer. On en rêve la nuit, on se demande toujours quand ça va arriver, on sait que ça va arriver, mais on n'a pas de date, c'est ça. Dominique, elle, souffre d'eczéma au niveau de la main. Autre conséquence psychologique. Le médecin, dans ce cas précis, va surtout rechercher les signes précurseurs qui pourraient annoncer une dépression. Vous avez pas mal aux épaules, là, à force de... Aller au cœur du problème, aller vraiment auprès des gens, voir ce qu'ils font pour justement pouvoir après discuter et voir la relation qui existe entre le travail et la santé. Comment se construit cette relation, comment se situe la personne dans son travail. Toute la matinée, le docteur Buisset va se rendre auprès de chacun des salariés à l'affût de la moindre petite faiblesse qui pourrait cacher une plus lourde pathologie. Sa visite se termine par un entretien avec son alliée la plus précieuse, l'infirmière de l'usine. Je reviens des ateliers là. Le moral, c'est pas tout à fait ça. Oui. Il faudrait qu'on convoque Véronique, parce que Véronique, elle va pas bien. Elle va pas bien? Non, elle va pas bien. D'accord. La seconde partie de la journée, le docteur Buisset va la consacrer à des salariés beaucoup mieux lotis. Ça va? Nous sommes dans un laboratoire d'analyse et là, elle va s'intéresser plus particulièrement à la prévention des risques d'accidents du travail. C'est nous qui mettons les étiquettes. Ah oui, d'accord. On est polyvalents. Oui, oui. Donc, et vous mettez des gants pour mettre les étiquettes? Non. Non, Quand on travaille à bouchon ouvert, oui. Oui. Mais il n'y a jamais de tube cassé, par exemple? Ça arrive, mais rarement. Parce qu'il y a un risque quand on contact sanguin, donc... Pour mieux prévenir les maladies professionnelles, désormais la loi impose à tous les médecins du travail de consacrer au moins 150 demi-journées par an au sein des entreprises. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité dans la profession, où depuis des décennies, les praticiens se limitaient à la traditionnelle visite annuelle. Un pilote connu pour sa prudence et sa grande expérience du désert, avec 280 000 km parcourus dans les dunes tout au long de sa carrière. Richard Senkt, 34 ans, triple vainqueur du Paris-Dakar, semblait infaillible sur sa moto. Et pourtant, ce grand champion a trouvé la mort cet après-midi alors qu'il participait au rallye des Pharaons en Égypte. Outre le Dakar, il avait remporté de nombreuses courses dans le désert africain. Erwan Lemoine, Gaël Andols. Richard Saint, le roi Richard est de retour sur les terres égyptiennes. Le sourire victorieux, les poings vers le ciel, voilà l'image qui restera de Richard Senkt. Le pilote moto, spécialiste d'enduro et de rallye raid, s'est tué aujourd'hui à 34 ans dans un accident pendant la 4e étape du rallye des Pharaons en Égypte, au kilomètre 285. C'est une piste rapide, sans danger majeur. Donc est-ce qu'il a tapé dans une petite pierre en regardant son bouc? Vous savez, à moto, ça va très vite et il faut rester vigilant toutes les secondes. Il suffit d'une seconde d'inattention pour voir ce qui peut se passer. La surprise est d'autant plus douloureuse que Richard Senkt était justement connu pour son pilotage prudent, exempt de toute prise de risque inutile. Ce sont ses grandes qualités de navigation qui ont fait de l'Aveyronais un triple vainqueur du rallye Paris-Dakar en 99, 2000 et 2003. Richard Senkt représentait en quelque sorte cette épopée, cette aventure. On perd un grand champion bien sûr, mais on associe toujours le champion à l'épreuve. Voilà, c'est terrible. C'est malheureusement quelque
quelquefois les dangers qui guettent. Hein. Le rallye des pharaons continue sans l'équipe KTM qui s'est retirée de la compétition. Le corps de Richard V sera transféré au Caire. Il laisse derrière lui une femme et 2 enfants. En foot, le Paris Saint-Germain toujours aussi calamiteux. Les hommes de Vaïd Halilovic se sont inclinés ce soir en Russie devant le CSKA Moscou sur le score de 2-0. Un match comptant pour la 2e journée de la Ligue des Champions. Avec cette défaite, s'évanouissent quasiment tous les espoirs de qualification du PSG pour les 8e de finale. But marqué à la 64e par Semak et à la 77e minute, vous l'avez vu, par le Brésilien Wagner Love. Un tel patronyme, ça ne s'invente pas. Et on termine avec la une des quotidiens que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. François pose cette question concernant le mystérieux émissaire du député UMP Didier Julien à propos de l'éventuelle libération de Christian Chesneau et de Georges Malbruno dont nous vous parlions au début de cette édition. La dépêche du midi traite les preneurs d'otages de marchands de terreur, rappelant que le sort des otages varie selon les motivations des ravisseurs. De son côté, le Figaro s'intéresse à la campagne présidentielle américaine et se demande si John Kerry peut remonter George Bush à la veille d'un duel qui s'annonce chaud demain soir à Miami. Et puis l'Humanité se consacre à la situation précaire des étudiants. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la vie d'ici, une chronique de la vie dans vos régions. L'info revient sur France 3 avec le 12-14 de Laurence Bobillier et le 19-20 d'Élise Lucet demain soir. On se retrouvera quant à nous vers 23h. Merci, excellente fin de soirée. À demain. Votre région, c'est la vie d'ici, votre programme sur mesure et tout de suite sur France 3. Pour votre crédit immobilier, Barclays invente une solution vraiment performante. Découvrez Barclays One Two, le crédit immobilier aux mensualités que vous pouvez faire baisser. Et baisser. Barclays One Two, c'est simple. Vous profitez d'un taux à 4,1% TEG sans frais de dossier et en plus, vous pouvez faire baisser vos mensualités chaque mois. Découvrez Barclays One Two, appelez vite le 0810 600 600 ou connectez-vous sur barclays.fr. Barclays. La malédiction de la table basse. Bleu, cou, traumatisme bénin, Synthol gel, ça fait du bien là où ça fait mal. Synthol est un médicament, pas en dessous de 7 ans. Alors, des soucis? On doit signer avec la filiale de mais j'ai des doutes, je crains un défaut de paiement. Arrête de douter et appelle Pouet. Qui? Pouet International. Il enquête à fond et ils garantissent le paiement de tes factures. C'est du sûr. Pouet International, la bonne information pour la bonne décision. Quand le froid menace vos dents, vite, Sensodine, le soin professionnel des dents sensibles. Retrouvez Thalassa sur France 3 avec les Centres Leclerc. Cap Ouest avec le Marité. Un film et une chanson l'ont rendu célèbre, mais c'est sans parapluie que nous nous arrêterons avec le Marité à Cherbourg. Cherbourg, nous partirons à la découverte de la presqu'île du Cotentin, du Cap de la Hague au phare de Ganneville. Un coin de France qui ressemble à l'Iran. Des quais de Cherbourg, nous partirons aussi vers l'Amérique du Sud, vers la Bolivie,
un pays de montagne qui rêve de la mer. Et puis ce sera la Sicile, où dans le sillage de Visconti, nous partagerons la chronique d'un petit port de pêche au soleil, tout au sud de l'Italie. Thalassa, en direct de Cherbourg, à bord du Marité, c'est vendredi à 20h50 sur France 3.